Des choix en fonction de nos valeurs, et la morale n'est rien d'autre que la hiérarchie que nous établissons entre ces valeurs. Pour les uns, une grande carrière fera sacrifier la famille, pour d'autres, la cupidité passera avant l'honnêteté, une aventure amoureuse avant l'infidélité. La spécificité des lois morales est de se présenter comme universelles, mais de ne s'appliquer qu'à ceux qui les désirent. Car les lois morales sont un don. Elles nous sont proposées, élaborées par une longue tradition de sagesse, pour éclairer notre vie, et comme n'importe quel don, il nous appartient de nous l'approprier ou de le refuser. Individuellement, seul, il est peu de projets que nous pouvons mener à bien. Et c'est pourquoi nous formons avec d'autres des partenariats, des associations, et il en existe des myriades, sous les formes les plus diverses. Le mariage et la famille, les églises, les clubs, les syndicats, les entreprises. Certaines associations, plus ou moins structurées, comptent des millions de membres, comme celles que forment les grandes religions, les sociétés multinationales, des diasporas juives ou chinoises, et nous en recenserions bien d'autres si la structuration forcée des États, des sociétés humaines en États, et même en États-nations, n'en avait empêché l'émergence. Chacune de ces associations édicte les règles. Et contrairement aux lois morales, ces règles peuvent être imposées. L'imposition est justifiable en effet au sein d'une association puisque le règlement a été accepté par tous les membres et dans tous ses effets. Car adhérer, en fin de compte, n'est rien d'autre qu'approuver un règlement. Chaque candidat appose sa signature au statut ou à un formulaire d'inscription qui y fait référence, une lettre d'embauche par exemple. Une association, Pascal Salin le répétait ce matin, est un nœud de contrat liant des adultes consentants entre eux. Et il est bien clair que de tels engagements dûment souscrits sont aussi réels et valides que le rousseauiste et mythique contrat social est bidon. L'adhésion libre et volontaire à l'association est le critère de légitimité de son règlement. Et on peut discuter à l'infini de savoir ce qu'est un consentement libre et volontaire. L'amoureux qui dit oui, consent-il aux obligations du mariage ou bien est-il ensorcelé par la femme qu'il aime? Disons que le fait de s'engager par écrit, pour qui n'est ni un enfant ni mentalement déficient, constitue une preuve suffisante d'accord, ou alors rien ne saurait l'être. La faculté pour chaque être humain de se plier à des règlements, lorsqu'une association peut faire aboutir son projet, et de se défaire de ces mêmes règlements pour ne plus connaître que les disciplines de la morale et du droit, cette faculté s'appelle tout simplement la liberté. De même qu'il n'y a pas d'amour, mais seulement des preuves d'amour, il n'y a pas de liberté comme ça, abstraite. Il n'existe que des engagements. Et il y a encore le droit. Surplombant la mise en œuvre des lois morales et des règlements, le droit établit le cadre général des relations humaines. En effet, au sein d'une association, les relations sont limitées à la coopération nécessaire pour faire aboutir le projet commun. Or, notre vie ne se limite pas aux activités professionnelles et associatives. Il existe un très grand nombre d'individus, en fait quelques 7 milliards, avec lesquels nous n'entrerons jamais en relation. Nous ne le souhaitons même pas. Le hasard seul nous les fera un jour coudoyer. Ce sont les passants, les étrangers, héritiers parfois des traditions les plus éloignées des nôtres. Aucun règlement ne naîtra d'un projet avec eux. C'est pourquoi, en leur présence, nous nous référons à une règle donnée d'avance, déjà là, une loi valable pour tous les êtres humains qui assure au moins la sécurité de ces rencontres aléatoires. En la qualifiant d'universelle, nous comprenons que cette règle prévaut aussi sur les règlements des associations. En effet, que pourrions-nous opposer au règlement d'une milice qui réclamerait de ses membres qu'ils aillent tabasser régulièrement quelques halogènes ou au diktat d'une mafia étatique, racketteuse et expansionniste? Et ce que nous appelons le droit, c'est cette méta-règle. Et les caractéristiques du droit nous apparaissent alors clairement. Il doit être universel, applicable à tous les êtres humains, et pour être recevable universellement, les jugements rendus selon le droit doivent se référer à des critères objectifs, connus d'avance, vérifiables, indépendants de la culture et du degré de développement économique des populations. Le caractère d'universalité est pleinement respecté par une règle énoncée sur le mode négatif, du type
nul ne prendra l'initiative d'une agression physique contre autrui ou ses biens. Et en effet, vous pouvez faire le test en Patagonie, au Kamtchatka ou à Clichy-sous-Bois. Si vous demandez aux gens, êtes-vous d'accord d'être assassiné, torturé, violé, cambriolé? Ils vous répondront non. D'ailleurs, si vous disiez oui, vous pourriez partir avec leur porte-monnaie, leur sac à main ou leur auto, ou leur faire pire si affinité, puisqu'ils auraient donné leur accord. Et le critère d'universalité est renforcé par son applicabilité, car il est à la portée de n'importe quel être humain, jouissant de ses facultés mentales, de ne pas agresser physiquement ses semblables. Ne pas agresser physiquement autrui est une règle simple, compréhensible par les représentants de toutes les cultures, et qui ne dépend pas de leur niveau de vie. Le commandement « Nul ne prendra l'initiative d'une agression physique » est une garantie que chaque être humain reçoit de tous les autres. Mais cette formulation sous forme d'interdiction ne constitue pas, à proprement parler, un droit. Le juste énoncé, qui est le mode positif de la non-agression, dit plutôt « Chacun peut faire ce qu'il veut avec ce qui lui appartient et seulement avec ce qui lui appartient. » Et à la suite de libéraux conséquents, nous venons de déclarer le seul droit de l'homme. Il n'existe fondé en raison qu'un seul droit de l'être humain prévalant universellement, et c'est celui-là. Chacun peut faire ce qu'il veut avec ce qui lui appartient et seulement avec ce qui lui appartient. Tous les autres prétendus droits, proclamés ici ou là, comme dans la déclaration de 89 ou par les Nations Unies, dans le meilleur des cas, ne déclinent que les applications particulières de ce droit fondamental, et le plus souvent, ne font que le restreindre ou l'invalider. Nous pouvons tout de suite écarter l'objection que ceux qui ne possèdent rien ne pourraient rien faire, car chaque être humain possède au moins une chose, et c'est la plus précieuse, la capacité de modifier ce qui existe pour le mettre au service d'autrui, une activité que nous appelons l'économie. Ainsi, ce qui existe prend plus de valeur. Et partout dans le monde, les propriétaires recherchent les hommes et les femmes qui, par l'intelligence et le travail, peuvent augmenter la valeur de leurs biens. C'est pourquoi nous n'agissons pas seulement avec ce que nous possédons, mais avec ce qu'on nous a confié. Si bien que ceux qui méritent cette confiance jouissent de plus de moyens d'action et d'autonomie que bien des propriétaires. Les associations possèdent des biens à leur nom, mais qui sont en réalité le bien commun de leurs membres. La saine gestion de ce bien commun est le but même de l'association. L'humanité possède aussi un bien commun, et c'est le droit. Et la bonne gestion de ce bien commun, le droit de propriété, produit un certain type d'ordre que nous appelons indifféremment la justice ou la paix. La paix exclut la violence physique, certes, mais elle n'est pas l'harmonie béate du jardin d'Éden. C'est un fait de notre condition humaine. Tous les projets ne sont pas compatibles. Werther aime Charlotte, mais n'a-t-elle pas le droit d'en épouser un autre, même si Werther en mourra? Lorsqu'Octave Mouret ouvre son grand magasin au bonheur des dames, il gêne les petits commerces déjà installés. Mais pourquoi n'aurait-il pas le droit, lui aussi, d'offrir ses idées et ses produits aux clients, et ses clients de les acheter? L'innovation et la concurrence qui font fluctuer les prix reflètent que le droit nous rend propriétaires des choses, mais jamais de leur valeur. La valeur étant la rencontre des désirs d'un acheteur et d'un vendeur. Comment pourrions-nous être propriétaires de ces désirs? L'ordre qu'instaure le droit est donc celui de l'humanité vivante, et non des choses figées. Il est mouvement, tension, ouverture à l'imprévu. Le droit n'est qu'une règle, il n'est pas un état. Il ne dit pas comment les choses doivent être, mais comment nous pouvons légitimement les changer. Sa fonction se limite à créer des espaces où chacun, préservé de la violence, peut faire l'expérience de ses convictions et de ses relations. Tout le monde n'est pas pacifique et n'observe pas le droit. Il existe des agresseurs et des tricheurs qui doivent réparer. Et même sans qu'il y ait agression délibérée, des malentendus peuvent se produire, qui doivent être arbitrés. Et c'est pourquoi, à toute société humaine, il faut une instance de justice. La justice consiste à rendre à chacun le sien. Les Romains la définissaient déjà ainsi. Une société est réputée juste lorsque toutes les relations y sont conformes au droit.
Et comme le droit est fondé sur une règle simple, la propriété dont le respect peut être vérifié objectivement, il n'est pas déraisonnable de vouloir instaurer une société juste, ici et maintenant. La justice n'est pas une vague aspiration à un idéal inaccessible. Certes, ainsi qu'à toute institution humaine, il lui manquera l'infaillibilité. Il pourra se trouver qu'un juge soit trompé par quelques stratagèmes, il pourra arriver que les parties agissent de bonne foi dans un litige complexe, en réclamant ce qu'elles croient leur appartenir. Le droit n'en reste pas moins une science fondée sur l'analyse d'éléments objectifs, donc il est possible d'établir un monde où chacun aura le sien, où les structures d'injustice auront été identifiées et abolies. Justice et paix s'embrassent. C'est dit dans les psaumes de la Bible. Et justice et paix sont sœurs, en effet. La paix n'étant pas l'absence de conflit, mais l'absence de source de conflit. C'est-à-dire que la justice régnant, personne n'a de grief à faire valoir en droit contre autrui. Et si vous y pensez bien, lorsque chacun jouit absolument de sa propriété, ce qui est la justice, sans crainte d'agression aucune, ce qui est la paix, chacun peut exercer pleinement sa liberté. Car la liberté totale, c'est l'absence totale de criminalité. Justice, paix et liberté sont une trinité indissociable. Une société conforme à la justice n'est pourtant pas en soi la société douce et chaleureuse à laquelle nous aspirons, parce que l'exercice de la justice révèle parfois que les pauvres ont tort, les salauds ont raison, et le coupable peut être mon frère. C'est pourquoi les morales nous enjoignent la pratique d'autres vertus, telles la compassion et la générosité, qui tempèrent ce que la justice a d'inflexible. Il va sans dire que la pratique volontaire et responsabilisante de ces vertus ne se confond en rien avec une politique de justice sociale qui ne saurait être juste puisqu'elle repose sur l'arbitraire et ne saurait être morale puisqu'elle constitue une agression permanente. Robinson dans son île, a besoin d'une morale. Il se pose chaque jour la question des valeurs et de leur hiérarchie, à commencer par la question essentielle, vaut-il la peine de lutter pour survivre? Le suicide est une lourde question morale, mais aussi, quel est le sens à donner à la vie dans cette solitude? Est-ce une épreuve divine? Est-il permis de se masturber? Est-il permis de faire souffrir les animaux qu'il faut tuer pour se nourrir? Voilà des dilemmes moraux. En revanche, Robinson n'a pas besoin du droit. Le droit n'a pas de sens pour lui. Un droit contre qui? Contre la soif? Contre l'isolement? Vivre implique d'agir sur la nature, la transformer, la détruire pour consommer. Ainsi, Robinson établit un lien entre lui et divers éléments de la nature, les pièces de bois qu'il taille et qu'il assemble, qui vont former une hutte, le lopin de terre qu'il va planter. Ce bois, cette terre, ne sont plus indifférenciés, ils ne sont plus naturels. Ils ont été sortis de leur état d'origine pour recevoir le projet de Robinson. Et ce projet n'aura pas le même effet sur la nature selon la vie morale de son auteur, s'il est végétarien, gaspilleur, paresseux, économe. Robinson, comme chacun de nous, imprime la marque de sa conscience morale dans la nature. Débarque vendredi. Dès que deux personnes se rencontrent, le droit est là, entre elles. À l'instant où vendredi pose le pied sur la plage, le droit délimite deux espaces dans l'île. Celui de Robinson, imprégné de ses projets, et celui encore vierge que vendredi pourra faire sien. En attendant l'installation de vendredi, Robinson peut l'inviter chez lui, partager, lui offrir ce qu'il a. Mais vendredi n'a aucun droit à aucune des ressources de Robinson. La faim ne donne aucun droit. Si c'était le cas, vendredi pourrait exiger un repas, le jeter à la mer, ayant toujours aussi faim, exercer son droit à une nouvelle ration, et ainsi de suite. Ce n'est pas parce que les pays mal gérés nous habituent à cette pratique qu'elle est fondée en droit. En revanche, si Robinson a promis sa hache contre trois poissons, dès que vendredi apparaît chargé de sa pêche, il a droit à la hache. Robinson et vendredi ont créé du droit, comme nous le faisons tous, comme il en est de chaque contrat et de chaque promesse. Les politiciens français ont une hantise, celle du vide juridique.
les biotechnologies, Internet, la propriété intellectuelle et logicielle, et bien d'autres relations, seraient perdues dans ces limbes du droit d'où il urgerait de les faire sortir. Or, il n'existe jamais de vide juridique. Le droit est toujours présent. L'îlot de Robinson, sans démocratie et sans drapeau, est déjà un espace de droit. Ce que les petits politiciens veulent dire, c'est qu'un vide juridique et législatif est tout simplement un espace de liberté. Et c'est cela qui leur est insupportable. Le droit est conforme à la morale, mais c'est une règle morale imparfaite, incomplète. Le droit interdit d'agresser, c'est-à-dire de commettre le mal. Il ne nous prescrit pas de faire le bien, et encore moins comment il faudrait le faire. C'est pourquoi une société conforme au droit, une société d'êtres humains libres, donne tant le vertige à ceux qui n'ont pas développé une conscience morale. Parvenus à ce stade de notre réflexion, nous pouvons récapituler les caractéristiques de ces trois ensembles de règles, les morales, les règlements et le droit. Les morales appellent les projets, au travers desquels l'humanité s'accomplit dans chaque être humain engagé dans l'action conformément à ses valeurs. Les contrats et les règlements visent à la coopération et à l'efficacité dans la réalisation des projets. Le droit définit la norme permettant la coexistence à travers le monde des projets individuels. Et donc le droit est universel. Les morales et les règlements, même lorsqu'ils ont vocation d'universalité, comme par exemple les églises, ne sont applicables qu'à ceux qui en souhaitent la discipline pour eux-mêmes. Les morales et les contrats sont prescriptifs, ils obligent à faire, ce qui implique la capacité de faire, qui n'est pas donnée à tout le monde. Le droit oblige seulement à ne pas faire, ne pas agresser physiquement autrui, ce qui est à la portée de tous les êtres humains. L'obligation née des traditions morales et des contrats tire sa légitimité de son acceptation. Le droit n'a pas besoin d'être accepté. L'obligation de non-agression est une conséquence de la nature sociale de l'être humain. La morale est personnelle. Elle s'adresse à tous. Mais chacun de nous doit y répondre individuellement. C'est pourquoi la morale parle le langage du je, du moi. Le contrat et les règlements s'expriment dans le langage du nous. Nous qui nous sommes liés au sein d'un mariage, d'un syndicat, d'une entreprise. Le droit, quant à lui, est le langage impersonnel du on. Le droit n'appartient à personne. Personne ne le crée, il existe. C'est tout. À la fin de cet inventaire des figures du droit et des règlements, est-ce que nous ne constatons pas une absence? Et la législation? Nous avons posé la question de l'obéissance aux lois en tête de cette intervention, et voici que nous ne voyons plus à quoi les appliquer. Car les règles que nous avons énoncées structurent déjà adéquatement la vie en société. Le droit nous apporte la justice et la paix. Les morales nous montrent les gestes à faire avec autrui, avec les plus démunis, et sur la nature. Les contrats et les règlements assurent la coordination des projets, qu'ils soient communautaires, culturels, professionnels. Quelle place reste-t-il donc aux législations? À quoi servent-elles? Alors que les champs d'application du droit, des règlements et des morales sont bien délimités, les législations les confondent. Parce que les législations ne naissent pas spontanément de la relation de l'être humain et de la nature, ce qui est la source du droit et des morales, ou de la volonté même des êtres humains qui font les contrats et les règlements, les législations doivent s'imposer en usurpant la légitimité d'un type de règle pour faire accepter les contraintes d'un autre type. Ainsi, nous avons vu que le droit est universel. Les législations aussi se veulent applicables à tout le monde. Au moins dans une juridiction nationale, personne ne saurait se dire au-dessus des lois. Mais le droit n'oblige à rien. Il ne fait que permettre. Les législations obligent. C'est pourquoi l'universalité du droit est légitime et celle des législations inacceptable. Dans la société aussi, il existe des règles qui obligent. Ce sont les règlements et les contrats. Mais ils sont formellement approuvés par les partis. Ce n'est pas le cas des législations. L'escroquerie intellectuelle est flagrante qui veut nous faire croire que les lois sont l'expression de la volonté collective. Ou bien je ne fais pas partie de la collectivité, et ces lois ne me concernent pas, ou bien je veux voir ma signature sur le document où je les aurais approuvées, comme elles figurent au bas des contrats qui me lient. Les législations prétendent agir pour le bien, et lui donnent différents contenus. La justice sociale est le plus à la mode aujourd'hui. Mais il appartient à la morale, pas à la législation de nous conduire vers le bien. Et en rendant la morale obligatoire, la législation ne crée que l'apparence du bien, le pharisaïsme, l'hypocrisie.
que tous les sages tiennent pour la plus méprisable des perversions morales. Nous repérons les idéologies perverses tapies derrière cette confusion des législations avec les autres règles de la vie en société. Confondre la législation avec à la fois les règlements d'association et la morale, c'est le totalitarisme. Confondre la législation avec les règlements, traiter la société humaine comme une organisation tout entière mobilisée en vue d'un grand dessein, c'est le fascisme. Confondre la législation et la morale, vouloir réaliser le bien sur terre par l'action politique et non par la conversion des esprits, c'est le fondamentalisme. Les législations ne sont pas seulement redondantes lorsqu'elles ne font que décliner le droit dans ses applications particulières. À quoi sert un article du Code pour commander « tu ne tueras pas, tu ne voleras pas ». Certes, en usurpant la prérogative de légiférer, les politiciens peuvent se préserver des exceptions. Ne pas tuer, sauf raison d'État. Ne pas voler, sauf par le fisc. Les législations ne sont pas seulement étouffantes lorsqu'elles nient la volonté des adultes, qu'elles méprisent pour leur capacité de jugement, que de leur interdire de se marier, de tester, d'éduquer leurs enfants, de prendre un emploi, de se soigner, de commercer, de publier et de lire, autrement que selon la loi. Et les législations exercent en plus une fonction bien précise, qui est de consolider les rapports d'exploitation. Les marxistes ont correctement décelé comment les lois protègent la classe dominante. Damien Tellier le disait tout à l'heure, classe dominante prédatrice, celle des hommes de l'État. Mais le matérialisme de Marx lui a caché l'enjeu au-delà de la lutte des classes. Les législations sont la manifestation du mal dans le monde. Suprême ruse diabolique, les législations institutionnalisent le mal en lui donnant l'apparence du bien. Selon la définition weberienne classique, l'État est l'institution qui détient le monopole de la violence légitime sur un territoire donné. Pourquoi penser à un monopole de la violence et pas sa prohibition? Et pourquoi, en termes de territoire, l'idée qu'un être humain doit obéir à un gouvernement parce que le hasard l'a fait naître au milieu d'un certain peuple sur une certaine terre est bonne pour des manants? N'est-il pas temps de sortir du Moyen-Âge? Nos technologies et notre économie sont planétaires, mais notre philosophie charrie encore les valeurs du paysan attaché à son champ et débiteur de son seigneur. Les seuls gouvernements nécessaires sont ceux des millions d'associations que nous pouvons former, nous. Peu importe la forme qu'ils prennent, monarchie héréditaire, élective, démocratie, tirage au sort des dirigeants, puisque ne seront soumis à leurs décisions que ceux qui le souhaitent. Et si le caprice des dirigeants devient insupportable, la démission y mettra fin. Le droit de sécession, comme tous les autres droits, n'est pas celui des peuples, mais des individus. Pour entraver l'absolutisme, la philosophie politique depuis le XVIIe siècle, à l'exception de quelques anarchistes cohérents, n'a su proposer que des contre-pouvoirs. Mais combattons le mal par le mal. Arrêter le pouvoir par le pouvoir ne mène qu'au conflit. Incapable de s'extraire de cette conception moniste des relations humaines, la philosophie politique, précisément parce qu'elle est politique, n'a jamais pu penser ce qui n'était pas elle, le non-pouvoir. Faire des lois est l'activité la plus malfaisante au sein de la société, puisqu'elle est tout entière recherche du pouvoir à exercer sur autrui, sans autre contrepartie que de dire « si ce n'est pas moi qui prends le pouvoir sur toi, ce sera toi sur moi ». À ce stade de l'évolution de l'humanité, n'est-il pas temps de dépasser cette conception primaire des rapports humains? Si on comprenait enfin que le pouvoir n'est pas à prendre, mais à détruire, alors il est temps de répondre à la question: doit-on obéir aux lois? Elles ne sont pas seulement inutiles, puisque le droit, les morales, les règlements harmonisent déjà la société. Elles ne sont pas seulement, dans le cas de mauvaises lois et de mauvais régimes, le surgissement de violences pathologiques, et il n'est pas fortuit que tant de psychopathes se lancent en politique. Les législations sont la nouvelle ruse du mal dans le monde. En feignant de satisfaire les aspirations légitimes, la défense des droits humains, des pauvres, de la culture, les législations institutionnalisent la violence pure et l'hypocrisie. Elles justifient le mal en lui donnant l'apparence du bien. Quand on a vu la vraie figure de cette violence, on ne peut plus répondre « obéir aux lois, pourquoi pas, si ça vous plaît ». Ne vous laissez pas attraper, c'est tout. Merci beaucoup. Encore
Une question. Bonjour, Jean-Philippe Casoni. Petite question, est-ce qu'au final les juristes sont nos ennemis? Est-ce que les juristes dans la salle, ils sont pour Casoni? Il y a deux catégories de juristes. Il y a des juristes libéraux. Il y a des juristes libéraux, il y a les constitutionnalistes qui sont nos ennemis, effectivement, puisqu'ils cherchent à consolider les figures de pouvoir politique. Et puis il y a les avocats d'affaires, les avocats qui s'occupent des relations entre les êtres humains, qui s'occupent de mariage, de divorce, etc., de propriété. Ceux-là ne sont pas nos ennemis. Et il y a ceux qui sont véritablement nos amis, c'est-à-dire qui défendent les droits humains contre le pouvoir politique. Celui de Romanceau et Vendredi, est-ce qu'on peut faire appliquer le droit en l'absence d'un tiers désintéressé? C'est ce qu'il faudrait, parce qu'effectivement, quand il y a simplement deux personnes, elles peuvent négocier entre elles, mais il faut qu'elles reconnaissent que si elles ne négociaient pas entre elles, elles risqueraient de perdre l'avantage du commerce. Donc l'une pourrait vouloir tuer l'autre, dépouiller l'autre, le réduire en esclavage. Il y a un coût à ça. Mais ce qu'il y a dans les relations humaines, c'est que parfois, la figure de l'homo economicus, en ce sens, nous trompe. C'est-à-dire que nous ne sommes pas entièrement poussés par notre intérêt personnel comptable. Nous avons des passions. Et c'est-à-dire que nous pouvons prendre une haine pour quelqu'un, et on voit ça par exemple dans les querelles d'héritage, où on voit des gens qui vont, dans des divorces, où on voit des gens qui vont en fait perdre tout l'avantage qu'ils pourraient retirer d'un accord, mais parce que la haine de l'autre les aveugle. Et ça, c'est une sorte de... c'est une tragédie. Donc c'est pourquoi il faut quelqu'un, une sorte de juge, d'arbitre, qui peut leur faire prendre conscience, ou essayer de leur faire prendre conscience de leur intérêt. Mais, là aussi, la législation nous trompe. Parce que la législation va renforcer quelque chose qui est l'appartenance à un groupe, ou à une religion, à une collectivité, qui va nous aveugler en nous disant « je suis blanc, je suis supérieur aux noirs ». Je suis homme, je suis supérieur aux femmes. Je suis français, je dois détruire les Allemands. Ou l'inverse, enfin, vous pouvez mettre toutes les figures que vous voulez. Et ça, c'est quelque chose que justement, le libéralisme essaie de détruire. C'est-à-dire le libéralisme en disant, attention, essayez de ne pas vous laisser aveugler par la passion, et essayez de voir quel peut être votre intérêt. Car les intérêts se négocient, mais les passions se mènent jusqu'à la destruction. Et c'est en ce sens que les drapeaux, qui ne sont que du vent rendu visible, comme disaient les anarchistes, les drapeaux sont un danger. Est-ce qu'il n'y a pas un petit problème aussi, notamment dans la population, qui est surtout de la population, parce que n'oublions pas que les hommes politiques au pouvoir, c'est souvent l'iceberg de la société civile, quoi. Parce que justement, ce que j'ai trouvé intéressant dans votre explication, c'est l'idée que toutes les lois ne sont pas mises dans le même sac, et que justement il y a deux lois différentes. Il y a les lois illégitimes, ou les droits légitimes qui interdisent par exemple de tuer ou de voler, et les droits illégitimes, comme des lois illégitimes qui sont de la non-agression. Je vais prendre un exemple tout simple. Je suis au collège en troisième, je me fais embêter par 3 ou 4 camarades de classe qui passaient leur temps à m'embêter toute la journée. J'essaie de l'énoncer au professeur. On a un des 4 qui m'a demandé, Maxime, si tu étais pendant la Seconde Guerre mondiale, est-ce que tu aurais dénoncé les juifs à la Gestapo? Et j'ai répondu, ça va pas la tête. Et il m'a dit pourquoi? J'ai répondu parce que les lois nazies sont illégitimes. Et il m'a répondu, oui, mais toutes les lois sont allées dans le même sac. Donc est-ce que ça montre bien que le gars avait visiblement rien dans le crâne? Est-ce que malheureusement c'est pas vraiment ce que pense une bonne partie de la population? Que la loi c'est la loi et que malheureusement pour une bonne partie de la population, elles sont toutes allées dans le même sac alors que nous. Bien sûr. Je pense qu'il y a une prise de conscience à faire, et c'est ça le travail que nous faisons, en quelque sorte, que vous faites, qui est la prise de conscience entre ce qui peut être légitime, c'est-à-dire défendre la propriété, son corps, ce que nous produisons grâce à son corps, à notre corps, et les relations que nous établissons entre nous. Ça, ce sont des contrats et une manifestation du droit qui est légitime. Et puis, il y a tout le reste. Il y a tout le reste. Mais il faut bien devenir conscient de ce qui est légitime dans la société, de ce qui est le domaine du droit dans la société et des contrats, pour savoir ce qui est de l'ordre du législatif
et qui par définition n'est pas légitime. Il y a un travail de prise de conscience, et ça, les marxistes l'ont très bien enseigné. L'avant-garde qui fait changer les masses, c'est un groupe de personnes qui ont découvert ce qu'était la relation d'exploitation et qui sont capables de l'expliquer. Alors, cela dit, il ne faut pas se faire d'illusions. Et en ce sens, je suis totalement marxiste. Ce qui permet l'évolution dans l'histoire, ça n'est pas la diffusion des idées. Quand est la dernière fois que quelqu'un est tombé à vos genoux en disant « Maître, tu m'as convaincu ». Ça n'arrive pas. Ça arrive très rarement. Ce qui se passe, c'est que nous découvrons que l'idéologie de la classe au pouvoir ne rend plus compte des phénomènes que nous voyons autour de nous. Et nous nous trouvons à ce moment-là, c'est ce qui se passait par exemple en Union soviétique, dans les années 70, dans les années 80, les soviétiques savaient parfaitement, j'ai vécu là-bas pendant un certain temps, les soviétiques savaient parfaitement que l'URSS n'était pas un paradis, et que les autres pays avaient des relations qui avaient permis, par exemple, une richesse de la classe ouvrière bien plus importante qu'au paradis soviétique, au paradis des ouvriers. Mais c'est à ce moment-là qu'ils se sont posé la question de Groucho Marx. Est-ce que vous allez croire vos propres yeux ou ce que je vous dis? Et ils ont cru leurs propres yeux. C'est-à-dire, ils se sont dit, le marxisme, ça ne fonctionne pas. Et le truc s'est effondré. Or, nous avons aujourd'hui des législations fondées sur des États-nations qui ne rendent plus compte des problèmes que nous éprouvons tous les jours. Les grands problèmes sont mondiaux. Les grands problèmes sont les problèmes de l'environnement, les problèmes des pandémies, les problèmes du terrorisme, les multinationales, la délinquance à travers les frontières, les technologies. Tout ça, c'est transnational. Et nous avons des législations qui sont nationales. Et ce que les gens voudraient, c'est qu'en fait, certaines législations soient très communales, tout à fait à leur niveau, et d'autres qui soient planétaires. Mais le gouvernement planétaire ne ferait que transférer à l'échelle du monde les problèmes qui existent à l'échelle de chaque nation. C'est-à-dire que les citoyens eux-mêmes seraient totalement et encore plus dépossédés du peu d'influence qu'ils auraient sur leurs dirigeants. Et donc, il faut en venir à des organisations, et ça nous prendrait beaucoup trop long, et je suis sûr que Baptiste va m'arrêter dans une minute, mais à des organisations qui soient mondiales. Alors, il y a déjà les multinationales, il y a les grandes églises, il y a des tas de trucs, mais par exemple l'Interpol, par exemple des organisations qui gèreraient des problèmes, mais un problème particulier. Et très rapidement, il y a quelqu'un qui avait posé une question tout à l'heure en disant « Mais il faut, dans mon chantier, je suis architecte, dans mon chantier, il faut planifier des choses et il faut qu'il y ait une sorte de direction. Donc on ne peut pas laisser faire un ordre spontané. » C'est vrai. Mais quelle est la direction? Quel est le but de la France? Quel est le but de l'Italie ou de l'Europe? Le but du chantier, je le connais. Il faut construire un immeuble de 12 étages. Donc là, je peux planifier, je peux coordonner, et effectivement, même ça, ce que l'architecte disait tout à l'heure, même ça, on n'y arrive pas. Mais quand on n'a même pas un but, parce qu'on ne sait pas quel est le but de la France, donc on ne peut pas l'organiser comme on organise un chantier ou une entreprise. Donc il faut laisser faire quelque chose qui est l'émergence de tous les différents projets et qui peuvent être coordonnés seulement par le droit. Voilà. Il y a encore une autre question? On arrête là ou... Normalement, il faudrait qu'on s'arrête là, parce qu'on est vraiment juste en temps. Donc je pense qu'on va s'arrêter là. Merci. D'accord. Bah, écoutez, merci beaucoup.